Tout dépend du statut un peu de la maladie. Donc on a des maladies à déclaration obligatoire qui vont être des rougeoles, des toxi-infections alimentaires, donc il y a toute une liste, à peu près une trentaine de maladies pour lesquelles il existe des fiches spécifiques et ces fiches sont transmises dans les agences régionales de santé, les ARS, qui sont les anciennes DAS de RAS. Donc dans ces ARS, il existe des médecins qui vont recueillir ces signalements, qui vont reprendre contact avec le médecin clinicien pour avoir des informations complémentaires ou pour mettre en place des actions de prévention. L'exemple type, c'est constitué par les infections, les méningites à méningocoques, hein, qui sont à peu près il y a 500 à 600 cas par an, et qui supposent de donner des antibiotiques dans l'entourage d'un cas pour éviter la survenue de cas secondaires. Donc ça, ces pathologies vont être prises en charge par ces médecins de l'ARS qui vont effectivement agir pour réduire le risque dans l'entourage. Donc ça, c'est un système qui fonctionne je veux dire, de façon un peu passive, c'est-à-dire qu'on attend que le médecin signale. Et c'est vrai qu'il y a eu des progrès importants au cours des dernières années en termes d'exhaustivité. Hein, avant, c'était quelque chose qui était peut-être pas suffisamment déclaré, et maintenant, il y a une prise de conscience importante. L'autre système, donc, qui est ce dont je vous parlais pour les urgences, ou alors les associations SOS médecins, ce sont des diagnostics qui sont posés systématiquement, quelle que soit la pathologie. Et donc là, ce sont des bases de données entières sur des consultations pour un peu toute pathologie. Donc ce qu'on cherche à voir, c'est une augmentation d'un phénomène particulier. Je ne suis pas sûr qu'il y ait plus de virus, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de techniques maintenant pour identifier les virus. Bon, il y a toujours eu des épidémies, beaucoup n'étaient pas étiquetés, c'est-à-dire qu'on n'avait pas identifié l'agent. Pour prendre l'exemple, les maladies des légionnaires, qui est liée à une infection bactérienne, des épidémies ont été décrites et la bactérie a été identifiée tardivement parce qu'elle était difficile à cultiver et à mettre en évidence. Donc là, il y a certainement des progrès techniques qui font que la connaissance des virus s'est bien améliorée. Après, les diffusions de virus, effectivement, avec les voyages, la promiscuité, enfin tout ce qui va favoriser les regroupements humains et puis les déplacements, sont effectivement un risque qui a permis d'accroître la diffusion de virus qui normalement était très localisée et qu'on retrouve dans des endroits tout à fait inhabituels. On a également des phénomènes qui sont connus maintenant, le réchauffement climatique qui fait que, pour un certain nombre de maladies avec des transmissions vectorielles par des moustiques par exemple, on l'a vu avec la dengue et le chikungunya, on voit que par exemple le sud de la France commence à être un endroit où on retrouve les virus, enfin les vecteurs, les moustiques, qui vont être à l'origine de maladies vectorielles. Donc il y a effectivement toute une combinaison de facteurs, mais je pense que les progrès sur la connaissance sont aussi importants pour la meilleure identification de ces épidémies virales. On a des mégapoles avec, vous allez à Hong Kong, au Japon, etc. C'est vraiment des densités de population absolument énormes, où on n'observe pas forcément rapidement des phénomènes émergents. Donc on a cette densité, les gens sont les uns sur les autres, on a un effet de masse important, et puis surtout on a les transports qui vont très rapidement transporter un virus ou un malade porteur d'un virus en période d'incubation, et va l'emmener très très loin dans un endroit où c'est un risque qui est absolument inimaginable. Donc des personnes qui vont être contaminées à un endroit avec une source particulière, par exemple les singes, contact avec des singes, et vont se retrouver en Alaska où on imagine très mal ce type de contact. Donc maintenant, la notion de voyage, la notion de contact avec des animaux, tout ça sont des choses qui rentrent maintenant un peu dans l'interrogatoire médical quotidien, c'est-à-dire qu'il faut envisager des risques, plutôt des risques planétaires que des risques individuels dans les monts d'Arrée en Bretagne par exemple. Alors dans une épidémie avec un nouveau virus, c'est important de savoir comment ce nouveau virus est arrivé, donc comment le premier cas a pu être contaminé.
Ça, c'est la première chose, ne serait-ce que pour la connaissance du mode de transmission. Hein, l'exemple des fièvres Ebola, Lassa, on a mis beaucoup de temps avant de comprendre que, effectivement, les transmissions partaient des chauves-souris, hein, qui effectivement étaient les vecteurs. Donc ça, c'est la première chose pour la connaissance. Puis l'autre chose, c'est également pour maîtriser la diffusion. C'est important de pouvoir identifier ce qu'on appelle le contact tracing en anglais, hein, tous les contacts du premier cas, de façon à essayer d'identifier les endroits où ce virus pourrait se développer en termes de risque pour la population. Donc c'est deux motifs principaux pour identifier le premier cas. Les premières pandémies, on a eu la peste, hein, pour lesquelles c'était une infection bactérienne qui était transmise par des rongeurs et voilà, qui diffusait, qui balayait régulièrement au Moyen-Âge les différentes villes et les différents pays et pour lesquels on n'avait pas encore de traitement antibiotique. Maintenant, cette infection bactérienne elle est facilement traitée par des antibiotiques, donc ça n'est plus une menace pandémique. Sauf s'il apparaissait des résistances aux antibiotiques, mais c'est pas le cas. Sinon, donc, on est plutôt dans des phénomènes d'infection virale. Dans ces infections virales, bon, les plus anciennes, c'est effectivement la grippe. Ces phénomènes de grippe, donc, on a des virus qui sont soit des virus humains ou des virus animaux. Parmi les virus animaux, on a principalement des virus qui vont émerger chez le porc et chez le canard, principalement, hein, enfin aviaire. Et entre les souches humaines et les souches animales, on a parfois des passages d'adaptation d'une espèce à l'autre qui sont la source justement de production de nouveaux virus. Donc on a eu au cours de l'histoire humaine beaucoup de pandémies. Hein. Les pandémies habituellement c'est tous les 5-6 ans, hein, avec un nouveau virus qui apparaît. Bon, une des plus connues, c'était la grippe espagnole, qui est survenue aussi à une époque un peu particulière, puisque c'était la guerre de 14-18. Mais qui a été extrêmement meurtrière, avec des formes très sévères, notamment chez des jeunes, en gros 20 à 30 ans. Donc on a eu, après toute une période où on n'a pas eu de réelle pandémie avec de nouveaux virus, hein, jusqu'en 1957, avec voilà, un virus qui circulait tous les hivers. Et ensuite on a eu toute une série de pandémies, dont les grippes de Hong Kong, les grippes... donc tout récemment, la grippe qui avait émergé au Mexique, qui était un mélange en particulier de grippe d'origine porcine et aviaire, donc qui s'est bien adapté à l'homme, avec des conséquences qui vont être très, très variables. On en reparlera tout à l'heure sur les critères de sévérité. Donc à côté de ces épidémies de grippe, il y a des épidémies qui ont été aussi bien médiatisées, en particulier la fièvre d'Ebola. Hein, qui fait partie des fièvres hémorragiques africaines, hein, qui sont des pathologies qu'on redoute pas mal depuis les années 80. Il y avait trois principales fièvres hémorragiques. On avait la fièvre d'Ebola, de Lassa et de Marburg, voilà, qui sont sévères, qui entraînent beaucoup de décès, mais finalement qui sont de contagiosité finalement plus limitée qu'on ne le craignait au départ. Donc on a des formes qui vont être sévères, mais avec une contagiosité et avec un risque de diffusion qui va être quand même assez limité. On a aussi dans les pandémies l'exemple du SRAS, hein, le SRAS qui émergeait à partir de la Chine. C'est pareil, avec des formes qui étaient sévères, mais avec une relative mauvaise transmissibilité. Hein. On a eu effectivement une diffusion, mais qui était toujours dans des espaces clos, au niveau hospitalier. Les autres pandémies, bon, on a la pandémie d'infection à VIH, hein, le sida, qui est un peu différente parce que les modes de transmission ne sont pas des modes de transmission par voie aérienne, hein, c'est surtout le mode de transmission sexuelle ou par le sang. Et donc cette épidémie qui est partie d'Afrique, origine simiesque, hein, parce qu'on a montré qu'il y avait quand même des similitudes importantes entre le virus du singe et le virus humain, donc a diffusé quand même largement et quelque chose qui est devenu problématique, bon, pour lequel actuellement il semble que le problème n'est pas totalement maîtrisé, mais qui est en train de se stabiliser. C'est vrai que pour les virus, on a souvent un réservoir animal.
La fièvre jaune, c'était le singe. Enfin, il y a beaucoup de réservoirs animaux qui sont des réservoirs importants et qui sont justement un lieu, un hôte dans lequel vont évoluer ces virus. Et ces différentes mutations vont être efficaces ou pas efficaces pour une transmission à l'homme. Après, le problème de l'adaptation à l'homme, ça va être un peu dans le hasard des mutations. Et c'est vrai que parmi les animaux à risque, plus sont des animaux qui sont proches de l'homme, donc les primates par exemple, hein, tout ce qui va être les singes, que ce soit en Afrique, que ce soit aussi dans les laboratoires, parce qu'on a eu la fièvre de Marbourg est une fièvre hémorragique virale importante qui a été à l'origine de décès, de manifestations hémorragiques chez des chercheurs à Marbourg, justement. Donc tout ce qui va être... les primates sont effectivement des hôtes à risque, mais bon, c'est pas tellement dans nos régions non plus. Après, c'est vrai que tout ce qui est porc est également... le porc est finalement assez proche de l'homme. Et les virus aviaires sont du fait d'un contact quand même rapproché, parce que ce sont comment dire, des animaux d'élevage pour lesquels le contact avec l'homme est assez important, donc vont aussi être des sources de diffusion de virus. Et en particulier en Asie du Sud-Est, les modes d'élevage familiaux mettent énormément en relation les élevages de poules ou de canards surtout, et les élevages de porcs qui se retrouvent dans un milieu, une ferme familiale, avec donc beaucoup de contacts. Donc ça va être une promiscuité entre entre ces animaux et l'homme qui vont être à l'origine de l'émergence plus fréquente dans ces pays d'Asie de nouveaux virus. Les antiviraux sur des infections virales sévères, hospitalisées, des méningites virales, des choses comme ça, il y a des antiviraux qui sont efficaces, assez efficaces. Après, sur la propagation de la grippe, là, on a parlé beaucoup de Tamiflu. Là, ça s'est révélé finalement assez compliqué d'utilisation parce que c'est vrai que quand on traite une infection respiratoire, on n'est pas du tout sûr que ce soit de la grippe. Donc on va traiter un peu par défaut, il y a quelques effets secondaires. Et on a vu qu'en termes d'efficacité, ça réduit un petit peu la durée des symptômes, mais pas forcément la sévérité. Et que la réduction de la transmission suppose qu'on ait donné très très précocement l'antiviral. Donc pour la grippe, l'antiviral est un effet qui est finalement un peu limité. Et d'ailleurs l'utilisation du Tamiflu a été relativement modeste au cours de la pandémie. Alors les accidents au niveau laboratoire maintenant sont devenus quand même rares parce que c'est vrai qu'on a différents niveaux de sécurité dans les laboratoires. Les niveaux supérieurs sont les laboratoires P4 où, comme on l'a vu dans le film Contagion, les gens sont en scaphandre, des précautions sont extrêmement importantes. En France, il y a un laboratoire qui est à Lyon, à Marcy, mais ce sont des laboratoires qui sont vraiment de très haute qualité et pour lesquels le risque est nul, quasi nul. Une étude récente qui a été réalisée à Rotterdam sur des manipulations génétiques au niveau des virus, notamment le virus H5N1, donc qui circule déjà depuis plusieurs années, notamment en Asie, même en Afrique, donc qui est un virus qui est exclusivement un virus aviaire, avec un risque de transmission du canard à l'homme, donc qui permet d'avoir des pathologies qui sont des pathologies sévères, mais pour lesquelles on n'a pas de transmission interhumaine, c'est-à-dire que le virus n'est pas adapté pour passer de l'homme à l'homme. Et par des manipulations génétiques, des chercheurs ont réussi à opérer ce caractère de transmissibilité, et donc en fait une souche qui est extrêmement dangereuse, puisque non seulement elle est transmissible à l'homme, mais elle est extrêmement pathogène. Et tout le débat tourne autour de la publication des méthodes qu'ont utilisées les chercheurs sur ce virus. Et le débat porte notamment sur le risque d'utilisation de ces méthodes pour un risque terroriste. Et donc beaucoup d'encre coule actuellement pour savoir s'il faut ou pas publier.
Il est clair que cette souche, pour la recherche, pour le développement de nouvelles méthodes de prévention, est quelque chose qui est important. Donc c'est vrai que pour les chercheurs, c'est une opportunité pour prévoir des pandémies sévères. Après, le risque de pouvoir reproduire ces méthodes, dans ce qu'on lit actuellement dans les débats, c'est que ce risque est quand même extrêmement faible et que ces manipulations sont très complexes et que finalement un risque terroriste à partir de ces souches-là est quand même est quasi nul. Bon, après, c'est effectivement des discussions sur les équilibres entre science, avancée de la science et terrorisme. Dans les virus, on s'est rendu compte finalement il y avait deux choses. Il y avait le caractère pathogène, c'est-à-dire le risque que ce soit des pathologies très sévères avec une mortalité importante. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose qui est la transmissibilité interhumaine. Et finalement, c'est un peu antagoniste. C'est-à-dire que, pour prendre l'exemple de la grippe, les grippes sévères sont des grippes pour lesquelles on va avoir une infection pulmonaire profonde, très bas dans les poumons. Et ça, ce sont des grippes pour lesquelles on va avoir une mortalité importante. Par contre, les grippes où on a une transmission importante sont des grippes où le virus va rester plutôt au niveau du pharynx. Et donc, on a deux choses différentes. Les grippes très sévères sont peu transmissibles et les grippes transmissibles sont finalement peu sévères. Et tous les scénarios qui sont imaginés habituellement, c'est une transmissibilité importante et une sévérité importante. Mais en pratique, c'est quelque chose qui n'apparaît finalement pas très cohérent. Et il faut travailler un peu dans ces deux axes-là et que les plans pandémiques prennent en compte ces deux types de caractéristiques. On voit bien que la dernière pandémie grippale, H1N1, finalement c'était une pathogénicité qui était relativement faible. Mais par contre qu'on avait une transmission qui était équivalente au virus grippaux saisonnier habituel. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte dans les caractérisations des virus. Après, ce qui est important, c'est le mode de transmission. Et c'est vrai que le mode de transmission par voie aérienne est quand même très efficace. On n'est pas obligé d'avoir des contacts, c'est pas comme la variole, on est dans des contacts qui peuvent être un peu éloignés. Et c'est vrai qu'avec nos systèmes de climatisation, de ventilation, on a beaucoup plus de risques de faire circuler ces virus, quoi. Donc je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une bonne surveillance en particulier de tout ce qui va être pathologie respiratoire, parce que c'est là où on a probablement des risques de diffusion de choses qui sont peut-être pas encore bien connues et voilà, qui sont à surveiller. Tout le monde bactérien, pour lequel on avait des pneumonies, enfin des infections classiques, qui tuaient beaucoup dans la première partie du XXe siècle et qui ont été bien jugulées avec l'utilisation des antibiotiques. Ce monde bactérien s'est défendu, a développé des résistances et actuellement, finalement, un des risques les plus importants, c'est un retour des maladies infectieuses bactériennes du fait de l'inefficacité croissante des antibiotiques. Et ça, c'est quand même un risque majeur qui est probablement un des plus importants. Que la bonne pratique en termes d'utilisation des antibiotiques est quelque chose d'important. En France, on n'est pas dans les meilleurs. Bon, il y a des campagnes qui sont en cours, il y a des plans de bonne utilisation des antibiotiques qui sont réalisés, mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Puis il faut savoir que l'industrie pharmaceutique a petit à petit abandonné la recherche sur les antibiotiques. C'est une recherche qui n'est pas forcément très rentable, parce que les antibiotiques ont finalement des durées de vie assez courtes, du fait de développement de résistance, et c'est probablement moins intéressant que des traitements sur des maladies chroniques où les personnes prennent pendant 30 ans le même médicament tous les matins. Alors pour les épidémies d'infections respiratoires, que ce soit grippe ou parce qu'on a aussi des épidémies de virus respiratoires syncytiales qui donnent des bronchiolites par exemple chez les nouveau-nés, chez les nourrissons. Donc ça, on a plusieurs virus qui circulent, du rhinovirus, des tas de choses. On n'a pas d'abord des vaccins contre l'ensemble de ces virus. Donc les précautions de base sont effectivement d'éviter de contaminer l'entourage. Donc l'utilisation des masques qui est très mal supportée en France. On le voit beaucoup au Japon, c'est un mode de prévention qui est important. Mais là, vous pouvez aller dans le métro en période de grippe, vous verrez
aucun masque a priori. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui serait important, c'est au moins déjà plutôt d'être en arrêt de travail, d'éviter de transmettre avec des masques, se laver les mains parce qu'on sait qu'aussi c'est un mode de transmission. Et donc voilà, ça c'est vraiment des choses qui sont importantes. Après, bon, chez les personnes qui vont être des personnes à risque avec des problèmes de pathologie sous-jacente, des gens qui ont des problèmes de respiratoires chroniques, diabète, enfin, il y a toute une liste. Ces personnes peuvent bénéficier effectivement de vaccination contre la grippe, hein, qui permet effectivement de réduire les complications dans ce type de personnes à risque.